Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu War of the Ring The Card Game publié par Ares Games en 2022. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement et parler des conditions de victoire. Bon, on est, euh, on est ailleurs un petit peu. Euh, C'est-tu un wargame? Ça s'appelle War of the Ring. Non, ben, je suis conscient que nous ne sommes pas dans les tales habituelles de la chaîne. Ce n'est probablement pas un wargame là, aux yeux des puristes. N'empêche, j'ai déjà confessé à maintes reprises mon péché mignon qui est d'aimer beaucoup là, les jeux de type Ameritrash. J'aime tous les jeux thématiques en fait là. Puis je suis un fan là, de l'univers du Seigneur des Anneaux en général. Fait que c'est certain que quand Ares Games a annoncé, eux qui ont déjà publié évidemment War of the Ring de board game, si vous êtes un adepte de la chaîne, vous savez que j'ai fait une playlist complète sur ce jeu-là. Ils ont récidivé euh, avec The Battle of Five Armies, inspirée du même système, la grande bataille à la fin du Hobbit. Alors, quand Ares Games a annoncé qu'il allait publier là, un jeu de cartes, puis là, en tout cas, encore là, les adeptes de la chaîne le connaissent, là, mon fétiche quasiment là, pour les cartes. Fait que, quand Ares Games a annoncé qu'il allait sortir un jeu un petit peu plus court, principalement pour 4 joueurs, euh, avec des cartes, ben là, moi, j'étais vendu d'avance, là. Puis, sans surprise, là, je suis très, très enthousiaste par rapport à ce jeu-là. Ce qui fait que vous êtes au début de ce qu'on appelle une playlist là, de la totale. Je vais vous enseigner toutes les règles pour jouer à ça du début à la fin. Je vais peut-être même faire une petite revue des cartes en terminant là, si l'intérêt est là. Parce que moi, ça me tente. Fait que, puis après tout, c'est ma chaîne. Fait que, bref, mon but, c'est de vous enseigner le jeu là, d'un bout à l'autre. Puis vous allez voir, de toute façon, là, ma grande passion pour ce design-là là, va transparaître au fil de mes explications, là. D'abord, là, je vous ai sorti une coupe de cartes là, pour vous montrer là, que, évidemment, les cartes sont superbes. En fait, on aime ou on n'aime pas là, la majorité des illustrations, ou du moins tout le style des illustrations, là, est fait par le grand John Howe, un Canadien, en passant, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, là, qui est probablement celui qui a fait le plus de graphisme là, à travers les années là, pour la propriété intellectuelle du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, c'est un avantage puis c'est un inconvénient. Là, si vous avez déjà joué à des jeux sur le Seigneur des Anneaux, comme justement War of the Ring, vous allez voir qu'une partie de l'art est recyclée, comme on dit, là. Fait qu'on reconnaît, je suis pas mal certain que ce portrait-là de Gimli est la même chose qui se trouve là, sur la carte de Gimli dans War of the Ring de board game, là. Puis même affaire avec le Witch King ici, là, il me semble que cette photo de profil-là me dit quelque chose. Fait que n'empêche, quand c'est beau, c'est pas un problème. Je suis pas sûr s'il y a des trucs là, qui sont uniques ou, tu sais, là, comme on dit, exclusives à ce jeu-là, là. Mais en tout cas, moi, je me tanne pas de regarder ce design de carte-là, là. C'est vraiment très beau, là. Puis j'ai dit John Howe, mais en regardant les illustrateurs, Chris, il y a quand même pas mal de monde, quand même pas mal de monde différent, là. Mais tu sais, je pense qu'ils ont réutilisé là, les trucs de John Howe là, quand que ça existait, là, puis que ça faisait du sens. C'est un jeu qui a été conçu à la base pour moi pour être joué à 4. Fait qu'enfin, là, pour ceux encore là, je l'ai probablement mentionné, parce que je le mentionne à qui veut bien l'entendre, là. Mais pour moi, War of the Ring, même s'il y a une variante à la fin du rulebook pour jouer à 3 ou à 4, là, je trouve vraiment que c'est War of the Ring de board game. Il faut quasiment que je précise maintenant, là. War of the Ring de board game, pour moi, c'est une expérience à deux. C'est un duel entre deux joueurs. Est-ce que je jouerais à 3 ou à 4? Pas certain, là. Mettons que je demanderais, on a-tu d'autres choses? Mais ça a été fait pour être joué à 4. Vraiment, là, le rulebook commence, là, puis il dit voici les règles à 4, puis là, c'est à la fin du rulebook que vous allez avoir des variantes à 2 ou à 3. Ceci dit, ça va être fucké un peu, là, mais je préfère la variante à 2 de ce jeu-là que la variante à 4 de War of the Ring de board game. Fait que j'ai joué à ça à 2 puis c'est très bon encore.
Fait que là, ça commence à être intéressant. Puis j'ai pas joué à 3, mais je suis convaincu qu'à 3 c'est excellent aussi, là. Fait que là, ça fait de War of the Ring, de Card Game, un jeu qui est très bon à 2, à 3 ou à 4, que je sortirais probablement d'abord et avant tout quand on est 4 autour de la table. Mais je dirais jamais non à une game à 2 ou à une game à 3 de ça. En fait, je dirais jamais non à une game euh, de ça, point à la ligne. Tandis qu'une game à 3 ou à 4 de War of the Ring de board game, ça se peut que vous me voyez faire la baboune. C'est plus court de jouer à ça que de jouer aussi à War of the Ring, de board game. Fait que ça peut être un facteur en fonction du temps que vous avez. Alors, je sais qu'il y a des ninjas là, qui sont capables de jouer à War of the Ring de board game là, en 2 heures, là, mais c'est quand même pas la moyenne. Tandis que ce jeu-là, 1 heure et demie, 2 heures, oui, là, même si vous n'êtes pas trop habitué, vous devriez être capable de vous en sortir. De manière générale, je pense qu'il est plus court. Les mêmes ninjas qui jouent à War of the Ring en 2 heures sont probablement capables de jouer à ça en dedans d'1 heure. Tout est relatif. Il y a des joueurs qui sont lents, il y a des joueurs qui sont rapides, là, mais ne serait-ce que le setup. Là. Ici, à part de brasser une coupe de paquets de cartes, vous êtes prêts à partir. Là. Ceux qui ont déjà fait le setup de War of the Ring de board game, juste de placer toutes les hosties de miniatures, ben, juste de placer toutes les miniatures sur le board, c'est quand même quelque chose. Euh, je rentrerai pas trop dans les détails, là, mais je veux quand même vous mettre l'eau à la bouche là, pour que ceux qui connaissent pas aient le goût de poursuivre leur écoute. Là. Mais chaque joueur, fait que c'est un jeu qui se joue en équipe en plus. Fait que j'adore ça aussi. Fait que c'est dans la version à 4, là, il y a 2 joueurs du Shadow contre 2 joueurs des peuples libres. Et chaque joueur a son propre deck unique de 30 cartes. Et ces 30 cartes-là, la majorité de ces 30 cartes-là sont toutes uniques. OK? Fait que vous avez quasiment 120 cartes au total qui sont uniques ou presque. Là. Il y a quelques repeats de cartes génériques d'armée, là. Mais évidemment, tous les personnages sont uniques, les items sont uniques aussi. Fait que donc il y a une grande richesse puis il y a une grande variabilité dans tout ça. Là. Puis les decks sont pas séparés aléatoirement. Là, vous avez le joueur du Mordor du côté du Shadow, puis là, de l'autre bord du Shadow, là, vous avez l'Isengard, je sais jamais comment ils appelaient en français, là, mais les Southrons et les Easterlings, qui sont les espèces de corsaires, là, puis ceux qui viennent se battre à Minas Tirith. Là. Puis vous avez les monstres de manière générale ici. Puis même affaire au niveau du Free Peoples, c'est séparé, le genre les nains, les hobbits, d'un bord, les elfes, puis le Gondor, puis les magiciens sont à quelque part, là, je me rappelle jamais, là. Mais encore là, c'est vraiment splitté par faction. Là. Comme je dis, vous prenez pas les 60 cartes de votre équipe, vous brassez ça, puis vous mélangez ça. Là. Les decks sont vraiment là, prédéterminés. Qui a quoi, puis c'est balancé comme ça. C'est pas un deck builder. Je déteste les deck builders. Ce n'est pas un deck builder. Vous commencez avec vos 30 cartes, mais il y a des notions de deck building quand même. Vous allez éliminer des cartes des fois dans ce jeu-là, souvent par vous-même. Vous allez choisir ce que vous éliminez. Puis ce que vous éliminez est vraiment out of the game, tandis que ce que vous discartez ou ce que vous cyclez, qui appelle dans ce jeu-là, ben ça va revenir. Fait qu'il y a une notion comme ça quand même de gestion, de trimer son deck, puis de prendre certaines cartes, puis de dire, ben toi, je te dis adieu à tout jamais pour le reste de ce game-là. Fait qu'il y a des notions de deck building, mais ce n'est pas un deck builder. Vous allez acheter des cartes, là, puis bonifier votre deck tout au cours de la game. C'est un jeu beaucoup de bluffing, de tempo. Euh, on va le voir là, quand je vais expliquer les règles, mais là, on a des endroits où on peut se battre, des endroits où on peut aller. Puis est-ce qu'on est capable là, de retarder notre décision le plus tard possible, le temps de faire une coupe de tour de table pour voir où les autres joueurs s'enlignent. Même si c'est en équipe, on peut jaser avec notre collègue, mais évidemment, il faut que ce soit, comme c'est typique, pour pas trop ralentir le jeu, il faut que ce soit publiquement là, autour de la table. Fait que nos ennemis sont capables de voir, à moins que vous ayez un langage codé avec votre partenaire, les autres autour de la table, vos adversaires vont savoir où vous en allez. Là. Fait qu'il y a des belles notions de ça. De connaître les cartes, comme dans tout bon jeu de cartes, je ne vous conterai pas d'histoire, ça l'aide. Mais, disons, c'est moins vital que ce que j'ai vu dans d'autres jeux. Les cartes sont flavorful quand même, de manière générale. Mais j'ai pas vu de carte là, qui casse la baraque. Là, puis que là arrive cette carte-là, puis oh my god, d'avoir su, puis voilà qui change complètement la game, puis tout ça. Les mécaniques du jeu gardent ça quand même sous contrôle. On se bat pendant un tour pour certains battlegrounds, puis pour certains sentiers là, que le jeu appelle. Là. Euh,
Puis après ça, on s'essuie, puis on recommence. Fait que, tu sais, c'est pas comme si là, des joueurs peuvent commencer à prendre un avantage vraiment indu par rapport à d'autres, là, même s'ils font une espèce de jeu spectaculaire, là. Puis même, là, tu sais, là, les vedettes, là, comme Aragorn, Gandalf le Blanc, le Witch King, justement, là, tu sais, on le voit quand on lit leurs effets que c'est quand même assez fort, mais c'est pas le game breaking non plus, là. Fait que connaître les cartes, oui, ça l'aide, mais c'est pas un prérequis, là. Tu sais, un débutant qui joue contre un joueur expérimenté se fera pas nécessairement laver parce que le joueur expérimenté connaît mieux les cartes. Il va se faire laver parce que le joueur expérimenté est juste plus expérimenté, justement, puis meilleur au jeu. Fait que je vais couvrir le jeu à 4 dans la playlist, mais je me garde un petit vidéo à la fin, là, un peu à la structure du rulebook, là, pour revenir sur comment ça marche une fois que vous allez comprendre la version à 4, comment ça marche la version à 2, puis comment ça marche la version à 3, parce que comme je disais, je pense vraiment que c'est intéressant de comprendre ça, là. Bon, je me suis dit que je parlerais quand même des conditions de victoire avant de mettre un terme à ce premier vidéo. Dans ce jeu-là, vous allez avoir, je vais les séparer un petit peu plus là, parce que c'est très distinct, là. On reconnaît vraiment la trame narrative du Seigneur des Anneaux dans le sens où des armées, puis des fois, oui, des personnages vont se battre sur des champs de bataille, puis pendant ce temps-là, la compagnie de l'anneau progresse tranquillement, pas vite, vers le Mordor. T'sais, fait qu'on reconnaît cette espèce de trame narrative-là qui est évidemment présente dans à peu près tous les jeux sur le sujet, mais qui est surtout très forte dans War of the Ring de board game. Évidemment, ce qui est un peu fucké, on va le voir, là, pourquoi dans la séquence de jeu, là, mais tu sais, les Battlegrounds vont vraiment sortir eux autres dans n'importe quel ordre, là. Tu sais, c'est vraiment aléatoire. Fait qu'autrement dit, ça se peut que dès le départ, vous vous battiez à Minas Tirith avant de vous battre au gouffre de Helm, puis avant de vous battre dans la Lorienne, où tu sais, là, les Battlegrounds sont vraiment un peu, entre guillemets, dans le désordre, tandis que la progression de la compagnie, ça, on va la voir de manière euh, un petit peu plus logique, là. Tu sais, on part vraiment là, de la comté, là, puis on avance, puis on passe par Rivendell, puis à un moment donné, on continue d'avancer le marais des morts, puis tout le kit, là, tous les clichés sur le sujet. Donc, des fameux Battlegrounds, il y en a des gentils, puis il y en a des méchants. Puis ça, en gros, pas mal d'un tour à l'autre, on va alterner, là. Dans un tour, il y a toujours quelqu'un qui commence le tour. Cette personne-là qui commence le tour va sortir un Battleground de son équipe, entre guillemets, au hasard, puis il va le mettre sur la table. Fait que si c'est un joueur gentil qui commence, il va venir mettre un Battleground des gentils. Puis si c'est un joueur méchant, il va venir mettre un Battleground des joueurs méchants. Les joueurs dont c'est le Battleground vont se défendre sur ce Battleground-là. Puis la pression à ce moment-là est sur leurs adversaires d'essayer comme de conquérir ce Battleground-là. Tout ça pour dire, sans rentrer dans les détails, que tous les Battlegrounds, sans exception, ont un chiffre en haut à gauche, c'est le nombre de points de victoire que ce Battleground-là vaut. Une fois qu'on arrive là, typiquement à la fin du tour, puis qu'on vient résoudre là, qui gagne en fonction là, de qui se défend puis qui attaque, puis c'est quoi le nombre total d'icônes là, semblables à ça qui se retrouvent sur la carte, là, principalement là, via des personnages, comme je disais, puis des armées que les joueurs ont joué. Fait que c'est pas parce que ça c'est un battleground des peuples libres, mais si les peuples libres échouent à le défendre, ça se peut que le joueur l'équipe du Shadow en prenne possession comme ça, ou ça se peut que les peuples libres réussissent à garder Rivendell puis le mettre de leur bord. Bref, la somme des points de victoire des Battlegrounds d'un côté, ça c'est une affaire. En passant, module TTS très intéressant, là, vous avez un genre de texte flottant ici, là, puis vous avez vu que juste en venant mettre Rivendell ici, là, spécifiquement à cet endroit-là, qui appelle le scoring area, là, le jeu garde le total pour vous des points de victoire des deux factions. Quand même très intéressant. Fait que ça, c'est une très grande source de points de victoire. De l'autre côté, l'autre dimension du jeu, qui est la progression des porteurs de l'anneau, là, vous avez ici ce que le jeu appelle des paths en anglais, donc des sentiers. Là, ça se traduit mal un peu, là. Mais ça représente en gros des endroits où la compagnie a passé ou aurait pu passer dans l'histoire. Dans le cas des peuples libres, ça se comporte pas mal de la même façon qu'un battleground, c'est-à-dire qu'on peut se battre là-dessus. On se bat pas là, à grands coups de tapoche, là, c'est plus comme les Nazgûl qui vont essayer de pister la compagnie de l'anneau puis tout ça.
Mais tout ça pour dire que si les peuples libres réussissent à défendre un sentier, ben, même principe, ils vont le prendre puis ils vont venir le mettre ici. Puis ça va compter là, dans leur point de victoire. Le joueur, lui, tourner ça. Le joueur de l'ombre ou le joueur du shadow, lui, essaye pas nécessairement de conquérir ça, mais essaie de corrompre les porteurs de l'anneau ou la compagnie de l'anneau en général pendant qu'ils sont ici, là. Puis ça, il va faire ça via. Il doit avoir été mis de ce bord-là. Ouais, ici. Il va faire ça là, via des jetons de corruption ici, là. La mécanique, vous allez voir quand je vais l'expliquer, c'est à peu près la même affaire. Se battre sur un champ de bataille puis se battre entre guillemets là, c'est à peu près la même affaire. Mais on dirait c'est l'outcome ou le résultat final qui est important. Si le joueur des peuples libres réussit à gagner sur un sentier, il prend la carte face-up, il la met dans son scoring area, puis il va venir ajouter les points en haut à gauche. Si c'est le joueur du Shadow qui gagne, il va venir flipper cette carte-là. Il va venir la mettre face down ici. Mais en fonction de à quel point il a gagné, combien de points de corruption excédentaires il a infligé aux joueurs des peuples libres, il va venir mettre cette quantité-là de têtes de mort ici. Ça le compte dessus, là? Oui, regardez ça, c'est bien fait. Ça le compte aussi sur le total. Fait qu'on peut voir que chaque tête de mort, qui est l'équivalent d'un point de corruption, qui est mis du côté du joueur du Shadow, là, compte comme un point de victoire pour lui, là. À la fin d'un tour, ça c'est vraiment une loi de pitié, là, de mettre fin aux souffrances, comme j'appelle souvent. À la fin d'un tour, si un camp a 10 points de victoire de plus que l'autre, ce camp-là gagne automatiquement. Et rendu là, c'est vraiment extrême. Ça veut dire qu'il y a un des joueurs ou il y a une des équipes qui se fait laver en crise. Plus souvent qu'autrement, on va se rendre à la fin de la game. À la fin de la game, le camp qui a le plus de points de victoire gagne. En cas d'égalité, c'est le Shadow qui gagne. Autre petit truc qui peut arriver à la fin de la game, on va y revenir, là, mais chaque joueur là, de chaque équipe, là, donc il y en a 4 en tout, là, a un jeton d'anneau qu'il peut utiliser une fois par game en le flippant pour piger 2 cartes. Si jamais là, un camp a été très économe et n'a pas utilisé ses anneaux, en fait, pour chaque anneau qui n'a pas été utilisé, à la fin de la game seulement, ça donne un point de victoire au camp de son équipe. Fait que si là, les joueurs des peuples libres étaient dans tous leurs états et ont utilisé leurs 2 anneaux, mais les joueurs du Shadow ne les ont pas utilisés, ben, ça va donner 2 points de victoire de plus au Shadow à la fin de la game. Puis on va voir, là, mais la game se termine là, quand que la compagnie est rendue. Là, ils vont progresser à travers ce deck-là de sentier. Là. Il y a comme 9 étapes, si on veut. Là. Puis quand un des sentiers numéro 9 est terminé, ben là, that's it, c'est le dernier tour, puis là, on va compter. Là, c'est vraiment celui qui a le plus de points de victoire qui gagne. En cas d'égalité, c'est le Shadow. Puis là, les rings qui n'ont pas été utilisés vont être pris en compte. Alors, je m'arrête ici. J'espère que si vous êtes curieux sur ce jeu-là, si vous le regardez de loin, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de grâce, restez parmi nous. C'est avec une grande joie non dissimulée que je vais vous enseigner ce jeu-là. C'est bon en crisp, c'est le fun en crisp, puis j'espère que je vais vous transmettre mon enthousiasme à ce sujet. Merci, à plus.